Bonjour les enfants, c'est Alex. Vous êtes-vous déjà demandé de quel événement Hergé s'était inspiré pour créer la guerre du chapeau dans l'album L'oreille cassée? Non? C'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on parle de la guerre du Chaco. Pouvez-vous me dire quels sont ces deux pays? Ce sont bien entendu la Bolivie et le Paraguay, bien joué. Mais maintenant, remontons un peu le temps. À l'époque, une grande partie de l'Amérique du Sud était une colonie espagnole, jusqu'en 1825 où les colonies prirent leur indépendance. Elles se divisent en une multitude de pays dont les frontières n'étaient pas bien claires. Comparé à l'Europe où les frontières sont fixées par des siècles d'histoire, ici, personne ne reconnaît vraiment la frontière de l'autre. En plus, la majeure partie des frontières se retrouvent en plein milieu de forêts tropicales, de montagnes ou de déserts. Et sur place, il est alors très compliqué de savoir à partir de quel moment tu passes d'un pays à l'autre. Et les pays en profitent pour gruger discrètement des parties d'autres pays, ce qui mena à de nombreuses guerres, dont la nôtre. Retrouvons alors la Bolivie. Elle mène sa vie pépouse, tout va bien, et en plus le pays ressemble à une baleine, ce qui est clairement un des critères majeurs pour que ton pays ait la classe. Mais la Bolivie rentre en guerre contre le Chili et elle perd. Maintenant, la Bolivie ressemble à une baleine estropiée. Mais plus grave que ça encore, la Bolivie perd tout accès à la mer, ce qui est très mauvais pour le commerce. La solution qu'elle trouve serait de faire un accès jusqu'au fleuve Paraguay, ce qui permet de descendre jusqu'à l'océan Atlantique en bateau. Le seul problème, c'est que le fleuve Paraguay se trouve au Paraguay, justement. Les Boliviens se disent alors qu'ils pourraient prendre le désert du Chaco boréal et ainsi avoir un accès au fleuve. Ça tombe bien parce qu'ils le revendiquent depuis longtemps. Quelques années auparavant, le Paraguay avait été défait dans une guerre contre le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Oui, c'était pas fort équitable. Et lors de la conférence de paix, la Bolivie déclare que le Grand Chaco lui appartient. Mais vu qu'elle n'avait pas participé à la guerre, tout le monde s'en foutait un peu. Le désert du Chaco est fait de plaines et de marécages. Il y fait extrêmement aride en été, on y retrouve même les températures les plus chaudes d'Amérique du Sud, et humide et pluvieux en hiver. La région est proprement invivable. Elle fait 60% du territoire paraguayen, mais seulement 2% de la population y vit. C'est dire. Vu que personne ne reconnaît officiellement sa demande, la Bolivie décide de s'implanter peu à peu dans le désert du côté paraguayen, ni vu ni connu. Mais les Paraguayens le remarquèrent, ce qui provoque de nombreuses escarmouches entre les deux pays. Afin d'empêcher la Bolivie de s'installer plus dans son pays, le Paraguay décide de créer une ceinture de fortins à la frontière. Malheureusement pour lui, le Paraguay rentre alors en guerre civile et cesse la construction des fortins. La Bolivie, qui a vu la construction des fortins, se dit que c'était quand même une bonne idée, et décide de faire pareil de son côté. S'ensuit alors une multitude d'escarmouches à la frontière qui font encore grimper la tension entre les deux pays. Seule la médiation de la Société des Nations, l'ancienne ONU, arrive à empêcher la guerre. Mais c'est la découverte d'un des rares points d'eau du Chaco qui va mettre le feu aux poudres, le lac ici. Lorsqu'ils le découvrent, les soldats du Paraguay décident de créer un fortin à côté, afin de le sécuriser. Les Boliviens veulent eux aussi le point d'eau, décident donc de prendre le fort, et ils le prennent. Les Paraguayens envoient alors une division entière reprendre le fort. Ce genre d'escarmouche arrivait souvent entre les deux pays, mais l'occasion est trop belle pour le président bolivien qui veut absolument son accès au fleuve, et décide alors de rentrer en guerre contre le Paraguay. La Bolivie avait un énorme avantage militaire. Son armée était bien mieux formée, était plus grande et avait un bien meilleur équipement comparé aux Paraguayens qui avaient des armes totalement vétustes. C'est pour ça que le président était si confiant. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et quand on regarde à une carte d'aujourd'hui, apparemment tout. Bon, en réalité, le début s'est plutôt bien passé. Les troupes boliviennes arrivent à prendre le fort de Corrales le 14, le fort de Toledo le 28 et le fort de Boquelón le 30. La Société des Nations essaie bien de calmer le jeu, mais la Bolivie ne veut rien entendre. Afin de préserver leur avancée, les Boliviens décident de se retrancher lourdement dans le fort de Boquelón. Les Paraguayens tentent bien de les déloger, mais ils se font hacher menu par les mitrailleuses boliviennes. Ils décident alors de faire le siège comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire d'entourer l'ennemi et d'attendre qu'il se rende, soit par manque d'eau ou de nourriture. Une seconde armée bolivienne essaye de briser le siège, mais ils se font à leur tour hacher menu par les Paraguayens. Pour accélérer les choses, les Paraguayens essaient bien de canarder la place au canon, mais ils abandonnent rapidement, car ils ne savaient pas où tirer, dû au manque de communication téléphonique. Le fort de Boquerón se rend 20 jours plus tard. Les Paraguayens font alors 820 prisonniers, et gagnent tout le matériel bolivien sur place, ce qui était une manne bénie pour les Paraguayens.
Les Paraguayens décident alors à leur tour de partir à l'assaut et prennent de multiples forts aux Boliviens. C'est là que ça commence à mal tourner pour la Bolivie. Les Boliviens rappellent en urgence Hans Kunt, un conseiller militaire allemand qui avait réformé l'armée bolivienne quelques années plus tôt. Bon, en réalité, pendant la guerre, il ressemblait plus à ça. Mais vu que j'aime bien les clichés, on va le garder comme ça. Seul problème, Hans est une énorme tanche en stratégie. Certes, il a fait un excellent boulot en réformant l'armée bolivienne, mais en stratégie, on peut dire que c'est une grosse bille. Son premier ordre sera « on va attaquer le fort de Fernandez ». Mais selon les éclaireurs, le fort est bien défendu. C'est pas grave. La technique préférée d'assaut de Hans Kunt était l'assaut frontal et la charge massive. C'est-à-dire envoyer un maximum de soldats en même temps pour submerger l'ennemi. Cette tactique meurtrière avait déjà montré son inefficacité lors de la Première Guerre mondiale, principalement due à l'invention de la mitrailleuse, qui pouvait stopper les vagues adverses en leur infligeant d'énormes pertes. Donc, lorsque les divisions boliviennes partent attaquer le fort, elles se font écraser. Ah bah du coup je vais attaquer le fort de Nanawa. Et il est encore mieux défendu que l'autre. Oh, c'est pas grave. 3600 Boliviens arrivent devant Nanawa. Ils tentent encore un assaut frontal, mais ils sont repoussés par les Paraguayens qui les chargent à la baïonnette. Oh, on n'était pas loin. Ah, on a quand même perdu beaucoup d'hommes. On recommence. 4 jours plus tard, les Boliviens refont un assaut. Ils arrivent même à créer une brèche dans les défenses. Mais ils sont repoussés par la cavalerie paraguayenne qui les charge à la machette. Arrive alors la saison des pluies. Si on regarde les précipitations du Paraguay en millilitres par mètre carré lors de cette saison, on peut voir qu'elle est à Bretagne par mètre carré, c'est-à-dire beaucoup de pluie. Et le terrain devient alors tellement boueux qu'il est impossible de faire un quelconque assaut. Une fois le printemps revenu, Hans décide de faire un assaut frontal, parce que pourquoi changer une équipe qui perd? Mais cette fois-ci, il décide de prendre beaucoup plus de matériel pour son assaut. Il achète plus d'avions, plus d'artillerie, et il arrive même à trouver 2 antiques tanks de la Première Guerre mondiale. Bonjour, je vends des chenillettes. Bah qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est comme un tank, souvent plus petit, le design est proprement dégueulasse, le blindage est tout petit, ça arrête que dalle, c'est armé uniquement de mitrailleuses, il n'y a pas de tourelle, donc pour viser c'est chaud, ça fait du 42 km/h sur des bonnes routes, et franchement dans le Chaco ça roule pas bien. Vous en voulez? J'en veux plein. Ils utilisent aussi une technique souvent utilisée lors de la Première Guerre mondiale, qui consiste à construire une galerie sous le camp adverse et la faire exploser. Le 4 juillet, les Boliviens sont prêts pour l'offensive. À 9h05, ils font exploser la mine, qui ne fait aucun dégât. Hans met alors en action tout son arsenal. L'artillerie bombarde le fort, mais tombe à court de munitions après seulement 3 heures. Un grand nombre d'avions sont abattus par les Paraguayens, les chenillettes ne servent à que dalle, et pour les 2 tanks, l'un est détruit et l'autre capturé. Les divisions d'infanterie se font rouler dessus et perdent plus de 2000 hommes sur leurs 6000. Face à une telle défaite, le président bolivien demande à Hans de calmer ses offensives. Mais Kunt, ne jurant que par l'offensive, décide de remettre sa démission. Mais Salamanca la refuse. Kunt est alors forcé à la retraite. Il disperse ses troupes dans de multiples forts en attendant de pouvoir repartir à l'assaut. Les soldats boliviens sont totalement démoralisés et ils manquent de tout. Les Paraguayens en profitent pour passer à l'offensive. Ils font tomber aisément fortin après fortin. Kunt refuse encore une fois d'écouter les rapports des éclaireurs et ordonne à ses troupes de ne pas reculer, même quand elles n'avaient aucune chance. À Campo Villa, 2 divisions boliviennes sont encerclées et forcées à capituler. Face à une telle débâcle, des unités boliviennes désertent et se réfugient en Argentine. L'armée bolivienne était dans un sale état. Des 77 000 hommes engagés dans le Chaco, seuls 25 000 sont encore en état de se battre. Les Paraguayens continuent leur offensive et font victoire sur victoire. Voyant cela, le président bolivien décide de purger les généraux incompétents de son armée. Et pour remonter le moral des soldats, il décide d'aller sur le front et de manger avec eux. Au même moment, les généraux boliviens décident de renverser le président. Ça tombe bien, il est justement sur le front et entouré de soldats. Ils le renversent et instituent un nouveau président. Mais cela n'empêche pas les Boliviens de se prendre une énorme raclée et se font capturer 1200 hommes pour seulement 46 morts et blessés du côté paraguayen. Les Boliviens rassemblent alors toutes leurs forces dans le fort de Villamonte. Toute l'armée du Paraguay vient alors les confronter. La bataille dure 3 mois, mais elle ne tourne à l'avantage d'aucun des 2 camps. Ils décident alors de signer un armistice le 12 juin 1935 et ainsi mettre fin à la guerre. La guerre fait plus de 100 000 morts avérés, mais le nombre de morts est estimé à beaucoup plus dû aux divisions boliviennes qui se perdaient dans le Chaco et qui ne revinrent jamais,
et aussi dû au grand nombre de soldats qui contractèrent la malaria pendant la guerre et qui en moururent après. Dans l'oreille cassée, Hergé nous montre la guerre du Chaco comme étant une guerre pour le pétrole, que 2 entreprises pétrolières auraient déclenchée pour s'accaparer les réserves du pétrole du Chaco, aux dépens de l'autre. Mais cette théorie a été créée par un politicien américain qui préférait les déclarations choc plutôt que les déclarations fondées, car en réalité, le Chaco ne possédait aucune réserve de pétrole, et rien dans les archives des 2 pays ou des 2 entreprises ne prouve une telle théorie. Vous l'avez compris, la Bolivie s'est fait totalement écraser lors de cette guerre. Lors de la conférence de paix, la Bolivie cède sa partie du Chaco au Paraguay, qui a dû être ravi d'avoir encore plus de désert dans son pays. Et maintenant, la Bolivie ressemble à un corbeau blasé avec un chapeau. Donc ça va encore, je suppose.